Merci à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cet Amphi 400 de l'UNC. Alors je vais être très brève, on a déjà du retard sur notre programme, mais quelques mots de remerciement tout de même. Remerciements envers l'UNC et toutes ses équipes, ça a été dit, mais je m'associe évidemment à ces remerciements. Toutes les équipes de l'UNC qui ont soutenu ce projet et qui lui ont vraiment permis de voir le jour. Donc le laboratoire, merci Jeanne pour ton soutien, les équipes de la DARED, de la com, les équipes techniques, merci à tous. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible, bien évidemment. Un remerciement envers le partenaire, bien évidemment, la Chambre territoriale des comptes et sa présidente, Madame Bonafou, avec qui nous avons élaboré ce programme. Ce programme, justement, il essaie de mettre en lumière les différentes modalités de la réaction sociale, si je puis dire, à ce phénomène de délinquance particulier, que sont les atteintes à la probité. L'une de ces modalités, bien sûr, c'est le droit pénal, mais ce n'est pas la seule réponse apportée. Les juridictions administratives et financières participent également à cette lutte contre les atteintes à la probité. Ce programme, il met également l'accent sur la prévention, qui nous paraît tout à fait essentielle, en associant différents représentants d'institutions du territoire, que nous remercions d'avoir accepté de s'exprimer sur un sujet qui n'est pas simple, mes deux collègues l'ont évoqué. C'est pas évident de s'exprimer sur cette thématique de la probité, et c'est d'autant plus important pour nous d'avoir ces représentants d'institutions du territoire. Un remerciement pour finir à tous nos intervenants, venus pour certains de la métropole et pour d'autres de Polynésie française, pour éclairer la question. Une pensée, ou plutôt deux pensées. La première pour Madame Souad El Niaoui, qui est à l'origine de cette journée, qui en tout cas était à l'initiative de cette thématique fort fructueuse. Et une pensée également, alors un peu émue, pour le professeur Frédéric Stasiak, qui nous a quittés le 27 janvier dernier, qui était un collègue de l'Université de Lorraine, un éminent spécialiste de droit pénal des affaires, qui avait émis le souhait de participer à cette journée, qu'il me soit permis de dédier cette manifestation à sa mémoire. À toutes et tous, je vous souhaite une excellente journée et je cède sans plus tarder la parole à Monsieur Smagnoto, le secrétaire général adjoint de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui nous fait l'honneur non seulement d'intervenir cet après-midi, mais également de présider cette matinée. Je vous remercie. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Ça fonctionne. Bon. Merci beaucoup, Madame Lavric. Je serai très court aussi pour... Non, ça ne fonctionne pas. Il faut que je rapproche. Je serai également très court pour ne pas accumuler du retard sur le retard. Je souhaiterais également remercier les organisateurs de cette journée, dont l'ambition est quand même assez élevée, et puis de m'avoir convié à y participer. Ce sont des sujets très complexes, je trouve, parce qu'ils font appel à des textes très nombreux, parfois un peu touffus, même souvent d'ailleurs. S'ajoute à ça, bien entendu, les particularités locales, sur lesquelles il n'est pas toujours simple d'y voir clair. Donc des textes complexes, contradictoires, épars. Ça, c'est un premier point. Et puis, ça a été soulevé, ça a été déjà évoqué, ce sont des sujets à fort enjeu, parce qu'il en va de la confiance que nous pouvons conserver auprès de nos décideurs publics, nos responsables publics. Il y a les agents publics, les fonctionnaires, les agents, mais aussi notre élite politique, nos décideurs. Voilà, les enjeux sont rien moins que cela, la confiance dans nos institutions et dans la démocratie. Voilà. Je dirais juste un mot pour, en guise d'introduction. Ce matin, donc, cette matinée que j'ai donc l'honneur, mais surtout la responsabilité de présider, sera consacrée au cadre infractionnel et au rôle des juridictions administratives, financières et judiciaires. Et je dois dire, entre parenthèses, que je me sens particulièrement à l'aise dans cet environnement, parce que ça ressemble de très près à la composition du secrétariat général de la Haute Autorité, puisque la secrétaire générale est magistrate judiciaire, et les deux secrétaires généraux adjoints sont magistrats financiers, puisque j'appartiens à la Cour des comptes, et magistrats administratifs. Donc bon, je me sens à peu près dans mon élément. Ça n'est pas, à mon sens, une coïncidence. Je pense que le mélange des regards et des expériences ne peut que faire avancer l'étude de ces sujets fort passionnants. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer proprement dit la matinée avec l'intervention de monsieur Jean-Marie Brigand,
Ça a déjà été dit, M. Brégan est maître de conférence en droit privé à l'Université du Mans. Il est l'auteur de très nombreuses publications, plusieurs pages auxquelles j'ai eu accès pour les citer. Donc je n'en citerai aucune. Bon, il y en a quand même une qui a retenu mon attention. C'est un ouvrage collectif qu'il a dirigé récemment et qui a été consacré au risque de corruption. Voilà. J'ai également noté que M. Brégan avait été auditionné par la haute autorité il y a quelques années. Et donc, sans vouloir me substituer à notre président Didier Migaud, je pense qu'il serait bon que vous reveniez nous voir pour qu'on se rafraîchisse l'un l'autre nos idées sur la thématique, puisque vous aviez été auditionné sur l'exemplarité des responsables publics. Rien que ça. Oui. Donc, je pense que... Avec plaisir. Voilà. Monsieur Brégan, vous avez la parole. Donc, a priori, une demi-heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement Sabrina Lavric pour l'organisation de ce colloque et la remercier ainsi que l'Université de Nouvelle-Calédonie pour leur accueil 5 étoiles. Je la remercie également pour m'avoir permis de relativiser les problèmes de distance et d'espace, puisque le meilleur endroit pour se retrouver finalement entre Le Mans et Nancy, c'est Nouméa. Enfin, je la remercie très sincèrement pour avoir pris le risque de nous confier le soin d'ouvrir cette belle manifestation scientifique en abordant ensemble, mais c'est un défi finalement, les principales atteintes à la probité en l'espace de 30 minutes. C'est mieux comme ça ? Oui. Et donc je vous propose de le faire avec un support visuel, ce qui sera quand même peut-être plus simple. Alors, tout d'abord, comme toute intervention, il convient à mon sens déjà de préciser ce qu'on entend par les principales atteintes à la probité, et on va voir que ce n'est pas si évident que cela. Alors, les atteintes à la probité, ça correspond à une catégorie d'infractions. Cette catégorie d'infractions, c'est ce qu'on appelle un concept-titre, et c'est une section du Code pénal de 1992, lorsqu'il y a eu la réforme du Code pénal. Et ces atteintes à la probité, si je résume, si je donne un autre mot équivalent, mais à connotation négative, ce sont les infractions de corruption, les atteintes à la probité. Et elles sont regroupées ensemble dans une section qui s'intitule « Des manquements au devoir de probité ». Alors, je vous propose pour cette introduction de nous laisser guider et de répondre à 3 questions essentielles. Tout simplement, c'est l'origine de cette section, la localisation dans le code pénal de cette section, je pense que c'est important pour identifier à qui on porte atteinte finalement. Et puis enfin, tout simplement, d'envisager son contenu, ce qui nous permettra peut-être d'arriver à trouver la bonne manière de vous présenter en tout cas ces atteintes à la probité. Alors, justement, concernant l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est que les manquements au devoir de probité, je l'ai dit, c'est une création du code pénal de 92. Alors vous voyez, c'est une création du code pénal de 92, mais les infractions de corruption, elles existaient avant 1992. Elles étaient déjà dans le code de 1810, pour la plupart. Exception faite peut-être du délit de favoritisme qui est arrivé en 91, juste avant la réforme du code pénal. Et vous voyez que sur le diaporama que je vous ai présenté, je l'ai illustré très simplement. On est passé des infractions qui étaient regroupées dans une catégorie qui s'appelait de la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires au manquement au devoir de probité. Et ce que je vous propose là sur l'origine, c'est très simple. C'est de comment on a basculé de l'un à l'autre. Comment on est passé de la forfaiture au manquement au devoir de probité. Et très simplement, ça veut dire qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles on a abandonné l'intitulé forfaiture et pourquoi on a choisi celui de probité, ce qui n'est pas neutre de la part du législateur. Alors, tout simplement, pourquoi on a abandonné l'intitulé forfaiture pour les infractions de corruption ? Eh bien, tout simplement, il faut rappeler que la forfaiture était un mécanisme très décrié, c'était un mécanisme d'aggravation des peines qui était prévu. Et ce mécanisme, justement, prévoyait que tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture. Et on y associait une peine particulière, puisqu'il était indiqué que toute forfaiture par laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la dégradation civique. Voilà le mécanisme à l'époque, en 1810. En réalité, le mécanisme de forfaiture faisait l'objet de 3 critiques. 3 critiques très simples que je vais résumer. Dès la naissance en 1810 de la forfaiture, le mécanisme était inutile. Parce que le mécanisme suppose pour s'appliquer qu'il n'y ait pas de peine prévue. Or, notre législateur était quand même moins mauvais qu'à l'époque, c'est que comme il prévoyait une infraction, il prévoyait quand même des peines qui allaient avec en vertu du principe de l'égalité des délits et des peines. Donc le mécanisme était inutile dès l'origine. Deuxième critique, le mécanisme est devenu rapidement obsolète.
parce que la plupart des infractions de corruption, on les a correctionnalisées en 1943 sous Vichy. Donc il n'y avait plus de crime. Or, la forfaiture ne fonctionne que pour un crime commis par un fonctionnaire. Enfin, dernière critique, c'est qu'on a découvert le caractère très dangereux du mécanisme de forfaiture concernant un ministre de l'Intérieur, justement après la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Malvy, et qu'on avait soupçonné, on va dire, de certaines accointances plutôt avec un pays comme l'Allemagne, et qui avait été poursuivi pour trahison, et puis finalement jugé par le Sénat réuni en haute cour pour manquement au devoir de sa charge. Ce qui s'est passé pour le pauvre, c'est qu'on l'a condamné à la forfaiture, alors qu'on a considéré que c'était une forfaiture, mais plutôt que de le condamner à une peine de dégradation, on l'a condamné à 5 ans de bannissement, justement, en les Outre-mer à l'époque. Donc on a découvert que finalement, le mécanisme de forfaiture, il fallait l'abandonner. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi recourir à la probité? Parce que c'est une autre démarche. Comment le législateur est passé de l'un à l'autre? Alors, vous allez me dire, il aurait pu faire quelque chose de très simple, c'est qu'il aurait pu se contenter de barrer le reste du texte en disant on va appeler ça les délits commis par les fonctionnaires. Seulement, ce n'était pas conforme aux vœux du législateur. Le législateur avait dit qu'il fallait justement dépoussiérer et trouver une valeur aussi forte que la forfaiture pour contrebalancer le changement. Donc ça veut dire qu'on aurait pu aussi choisir, vous voyez, un abus de fonction, puisque c'est un chapitre consacré aux abus d'autorité, et les atteintes à la probité sont des abus de fonction en réalité. Mais le législateur avait besoin justement d'une valeur forte. Alors, ce qui va le guider finalement, c'est qu'il a décidé, et c'était les années 80, il y avait une volonté de moraliser la vie publique, parce que justement, il y avait un phénomène de rencontre entre la vie publique et la vie économique. Un mélange des genres qui a donné lieu à certains scandales dans les années 80. Et donc notre législateur avait décidé de moraliser la vie publique. Quoi de mieux qu'un intitulé qui a une tournure déontologique, déjà à l'époque, manquement, un devoir qui n'a pas un fondement contractuel, c'est un fondement social, ce devoir. Il s'impose à tous les fonctionnaires. Et en même temps, vous voyez, je vous ai cité une expression de Pierre Bérégovoy qui avait porté le projet à l'époque, qui avait dit « J'entends vider l'abcès de la corruption, j'ai demandé au garde des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. » Donc on a le contexte de l'époque qui explique comment on est passé à la probité, tout simplement. Alors, néanmoins, cette volonté de moralisation, je vais très vite, elle s'est heurtée à la réalité économique. C'est que notre législateur, il avait un idéal de probité très élevé, mais très rapidement, il s'est rendu compte qu'il fallait faire preuve de pragmatisme, parce que si je prends les infractions qui ont connu justement des nuances et des exceptions, les prises illégales d'intérêt, il a fallu introduire des prises légales d'intérêt, au profit des petites communes, au profit du pantouflage également, parce qu'il fallait être réaliste. Quand vous êtes le maire et le seul commerçant du village, vous n'allez pas empêcher justement cette personne d'avoir son activité économique. Donc il fallait introduire des dérogations, des faits justificatifs. Alors maintenant, où se situent ces atteintes au devoir de probité dans le Code pénal? Alors c'est très intéressant parce qu'on est dans le livre 4, nous sommes dans les atteintes à l'État. Plus précisément, ce sont des atteintes à l'autorité de l'État. Et en réalité, ce sont des atteintes, alors le législateur il a changé, il a dit administration publique, mais qui sont commises par des personnes exerçant une fonction publique. Et c'est là qu'on retrouve notre devoir de probité, nos atteintes à la probité, dans le livre 4. Ce ne sont pas des atteintes aux biens, les atteintes à la probité, ce sont des atteintes à l'État. Et justement, ça nous amène du coup à son contenu. Qu'est-ce qu'on trouve dans les atteintes à la probité? C'est très simple, nous trouvons 6 infractions, 6-7, des infractions plus ou moins anciennes, la concussion, la corruption passive et le trafic d'influence, les prises illégales d'intérêt, les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans la commande publique qu'on appelle de manière plus simple le délit de favoritisme, et puis enfin les infractions de soustraction et détournement de biens et de fonds publics. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme observation rapidement? Là on a déjà des éléments intéressants. Nous sommes en présence uniquement de délits, mais ce sont des délits de fonction, parce qu'il faut que la personne exerce une fonction publique. Et ce n'est pas pour autant une délinquance en col blanc, comme on va le voir. Mais ce sont des délits qui sont sévèrement punis. Alors maintenant, vous allez me dire, quelle atteinte à la probité pourrait-on présenter? Alors, on pourrait choisir différents critères pour voyager ensemble. On pourrait prendre celles qui sont les plus graves, les plus symboliques, celles qui ont les peines les plus sévères. La corruption, le trafic d'influence, et puis le détournement de fonds publics. On pourrait prendre aussi, ce serait plus logique, vous allez me dire, de prendre celles qui sont les plus appliquées, celles qui ont la jurisprudence la plus fournie. Et là, on bascule dans une autre catégorie.
que ce soit en métropole ou justement dans les Outre-mer, c'est les prises illégales d'intérêt et le favoritisme qui sont les plus appliqués. On pourrait prendre également un autre critère, c'est celles qui sont les plus critiquées. Mais vous voyez que ça recoupe un petit peu, on ferait un autre choix. C'est que certaines font l'objet de beaucoup plus de questions prioritaires de constitutionnalité que d'autres. Et là, vous voyez, on a un étrange mélange, on retrouve notre favoritisme, on retrouve notre prise illégale d'intérêt, mais on va rajouter le détournement de fonds publics. Mais vous voyez que certaines atteintes ne suscitent aucune question prioritaire de constitutionnalité. D'une part parce que la jurisprudence est moins fournie, et parce que les textes sont moins sujets à critique. Alors, en réalité, je vais conserver la section que je vous ai présentée, je vais juste, moi, enlever le détournement de fonds par négligence. Parce que pour moi, le détournement de fonds par négligence, c'est un peu la catégorie par défaut. C'est l'infraction balai. C'est quand on n'arrive pas à retenir les autres, généralement, on arrive à requalifier un petit peu en détournement par négligence. Et on sanctionne moins un manquement au devoir de probité qu'un manquement au devoir de vigilance ou de surveillance. C'est justement le fonctionnaire qui n'a pas surveillé correctement les fonds ou les sommes qui lui étaient confiées. Donc à mon sens, il est à part, et d'ailleurs, ça se voit sur le plan procédural, il n'est pas soumis au même régime ni aux mêmes peines. C'est une infraction très, on va dire, elle est un peu à part, elle n'a pas sa place dans la section finalement. Alors, maintenant, une question qu'on peut se poser, qui nous permet de rentrer un peu plus dans le sujet, c'est est-ce qu'on peut les cumuler? Est-ce qu'on pourrait retenir à l'encontre d'un même individu plusieurs atteintes à la probité? La réponse est oui. La jurisprudence nous fournit énormément d'hypothèses. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette jurisprudence, elle concerne surtout la prise illégale d'intérêt et le favoritisme. Bien souvent, c'est une forme d'atteinte à la probité qui marche sur deux jambes, comme on en a parlé tout à l'heure avant le colloque, c'est qu'on les retrouve ensemble. Alors la jurisprudence est intervenue en disant de toute façon, on peut les cumuler, on peut déclarer coupable une personne pour ces deux infractions, si les faits sont distincts, mais parce que de toute façon, et là c'est le paradoxe, parce que les intérêts ou la valeur protégée sont différents. Et là c'est étonnant parce qu'on se dit, ce sont quand même des manquements au devoir de probité, c'est la même valeur. Mais le législateur nous explique qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le même aspect de l'intérêt général qui est protégé. Tout simplement parce que la prise illégale d'intérêt, elle protège l'impartialité de la décision publique, alors que le favoritisme, lui, il vise à garantir la transparence et l'égalité dans la commande publique. Donc il y a une forme de complémentarité, mais on peut les retenir tous les deux. Alors justement, je vous ai pris deux affaires, une un peu plus locale et l'autre un peu plus nationale, vous voyez, deux affaires où on a retenu prise illégale d'intérêt et favoritisme. La première, c'est le marché de la défiscalisation de la 3G, justement en Nouvelle-Calédonie, vous voyez, où on a bien retenu les deux en expliquant qu'il y a bien une prise illégale d'intérêt fondée sur un lien d'affaires, et puis on a bien une violation de la commande publique, même si on a eu des difficultés à trouver quelle était la fameuse disposition à l'époque où se nichait dans les textes locaux la disposition qui avait été violée, plus exactement. Et puis en même temps, vous voyez, je vous ai cité l'histoire d'un maire qui a décidé de recruter, et c'est vrai que c'est important, la famille, ses enfants comme agents municipaux, et après il a décidé de leur accorder des marchés publics, au fils et à la fille, parce qu'il faisait les choses par égalité, je pense. Et donc, il a attribué des marchés publics à l'un et à l'autre. Et vous voyez qu'on a retenu les deux sans difficulté. En réalité, vous l'avez compris, je ne vais pas sacrifier ces différentes infractions, à l'exception du détournement de fonds publics, mais je vous propose une triple approche assez simple pour synthétiser ces atteintes à la probité. Une approche fonctionnelle, une approche formelle et une approche objective. L'approche fonctionnelle, c'est de nous intéresser aux auteurs, parce que c'est assez simple, je vous l'ai dit, c'est des personnes exerçant une fonction publique. Mais qui on met dans cette catégorie? Qu'est-ce qu'on entend par personne exerçant une fonction publique et comment on apprécie cette catégorie? Alors voyons tout d'abord la définition. Alors la définition des personnes exerçant une fonction publique, ce qui est intéressant, c'est que notre législateur, il a fait le ménage en 92, parce qu'on avait une liste de 10 expressions qui permettaient de qualifier un fonctionnaire, mais qui n'étaient pas les mêmes. Et il a décidé d'uniformaliser, de rationaliser, et il a dit, je vais utiliser une définition générique à 3 branches. Parce que être fonctionnaire ou exercer une fonction publique, c'est soit être dépositaire de l'autorité publique, soit être chargé d'une mission de service public, soit enfin d'être investi d'un mandat électif public. Et donc, voilà une définition générique, mais je le dis tout de suite, elle connaît des variations selon les infractions concernées, parce qu'il faut l'adapter en fait aux catégories. Alors, définition générique, je le reprends juste au passage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personne dépositaire de l'autorité publique? C'est la personne qui est titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses, et dont elle est investie par délégation de la puissance publique. Alors, c'est la qualité peut-être la plus proche de ce qu'on appelle d'un fonctionnaire au sens du droit administratif,
C'est une qualité qui est suffisamment claire et précise selon le Conseil constitutionnel, selon la Chambre criminelle, excusez-moi. Mais en revanche, c'est une appréciation déjà assez large parce que peu importe le statut, peu importe la nature de l'autorité visée. Donc c'est un fonctionnaire, mais déjà, on sent déjà que le juge pénal met sa patte parce que ça va être une catégorie très large. Alors, quelques illustrations. Qui on trouve dans cette catégorie? Très simplement, les représentants de l'État, on va partir du sommet, le président de la République, les ministres, on trouve de nombreuses affaires avec des ministres, et pour être en Sarthe, j'en connais quelques-uns, du côté de Sablé-sur-Sarthe, où on pourrait citer Madame Lagarde. Donc ça peut s'appliquer à des ministres, des secrétaires d'État, on pense au canal de Panama aussi, à l'époque, très très lointain. Et puis on peut descendre aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires des collectivités territoriales, on pourrait citer quelques arrêts du côté de la Polynésie, je regarde ma collègue, qui en connaît aussi. Et puis on pourrait citer les officiers ministériels qui rentrent dans cette catégorie, puisqu'ils ont des pouvoirs de puissance publique, comme les notaires par exemple, vous voyez, qui sont des officiers ministériels. Deuxième catégorie, nous trouvons les personnes chargées d'une mission de service public. Alors, qui bénéficient d'une double définition, mais la jurisprudence s'est inspirée de la circulaire. Ce sont des personnes chargées directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, mais peu importe qu'elles ne disposent pas de prérogatives de puissance publique. Alors, cette catégorie est très généreuse, comme on va le voir, parce que je vous ai mis un florilège, et vous voyez que là, on sort typiquement de la fonction publique, puisqu'on peut avoir un employé de la RATP, un directeur du centre de production CEDF, un président d'une université, quelques arrêts du côté de Lyon, un salarié d'une CCI, un secrétaire général d'une fédération sportive, un président départemental de la Croix-Rouge. Alors, vous voyez que là, on a quelque chose, on a un panel très très étendu de ce que peut être une personne chargée d'une mission de service public. Et puis enfin, nous avons la dernière catégorie, les personnes investies d'un mandat électif public. Alors c'est une catégorie qui vise ceux qui justement ont été investis d'un mandat par un scrutin politique. C'est une catégorie qu'on trouvait légitime à l'époque parce qu'on se disait mais que se passe-t-il, quid des parlementaires qui ne sont pas forcément dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public? Il faut cette catégorie un petit peu pour éviter un vide juridique. C'est comme ça qu'on l'avait conçu, je pense. Et là, on retrouve des élus classiques, vous voyez, les députés européens, les membres du Parlement français, les conseillers régionaux, départementaux, les représentants d'outre-mer, les maires, les adjoints, etc. Et puis, j'ai marqué des élus un peu atypiques, ceux des établissements publics, on n'y pense pas, mais ils font partie de cette catégorie aussi des élus. Donc voilà les différentes illustrations qu'on peut vous donner de ce que sont les personnes investies d'un mandat électif public. Donc la Chambre des métiers, les CCI, etc. Les syndicats mixtes. Le problème, c'est l'appréciation qu'on fait de cette catégorie. Comment apprécie-t-on ces trois catégories? Alors très simple, on a une rupture. Le droit administratif, lui, il nous fait une appréciation statutaire. Le critère, c'est les statuts. Êtes-vous nommé et titularisé? Le juge pénal, il est beaucoup plus pragmatique. Il se dit comment je dois réprimer, donc quelles sont les fonctions exercées concrètement? Qui fait quoi? Et à partir de là, je pourrais dérouler mes qualifications pénales. Et donc c'est une approche fonctionnelle, mais qui du coup est une approche extensive. Et du coup, vous le voyez, je ne suis plus du tout dans la catégorie des fonctionnaires. Des journalistes pigistes de France 3 sont considérés comme des personnes exerçant une fonction publique. Donc des gens qui ont un contrat précaire sont considérés comme des agents publics pour le juge pénal. On pourrait citer le président de la Croix-Rouge, et là vous voyez qu'on est dans le monde associatif, ou un ingénieur du commissariat à l'énergie atomique. Donc on a des catégories auxquelles on ne pense pas, et qui se retrouvent dans la catégorie des agents publics au sens du code pénal. Vous voyez, alors c'est un critère fonctionnel, mais je vous ai mis deux illustrations avec les journalistes pigistes, mais je vous ai mis, vous voyez, un arrêt du 21 novembre 2001 pour un membre du conseil d'administration du port autonome de Nouméa. Vous voyez, je personnalise mes illustrations. Et donc, on a considéré que pour le considérer comme une personne chargée d'une mission de service public, on a regardé quelles étaient ses fonctions, mais aussi on a regardé quel était le statut du port de Nouméa. C'est-à-dire qu'on a regardé aussi dans quelle entité, dans quel groupement il exerce ses fonctions. Et ça, c'est important. Parce qu'on a vu que du coup, le port de Nouméa est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et voilà les missions qu'il remplit. Et lui, en tant que membre du port, voilà ce qu'il fait. Pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui du coup était membre du conseil d'administration et qui avait demandé à solder les dettes pour une entreprise dont il était le gérant de fait et l'associé majoritaire, des dettes qui se montaient à 2 900 000 francs dans cette affaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'a pas la même interprétation en droit pénal et en droit administratif? Tout simplement parce que c'est l'autonomie du juge pénal. Parce qu'autrement, on ne réprimerait jamais une infraction de corruption. Ça se terminerait toujours avec des non-lieux ou des relaxes. Donc, on est pragmatique, il y a une finalité répressive. Pour appliquer les textes, il faut s'émanciper du sens commun des notions de leur domaine d'origine.
Et donc, cette approche fonctionnelle, elle pose quand même deux questions. Alors, à noter évidemment que peu importe l'irrégularité de la situation, vous serez considéré comme un agent public même si vous avez été élu de manière illégale ou avec des irrégularités ou nommé sans respecter la procédure. Alors, deux questions. La première, c'est du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de la catégorie des personnes investies d'un mandat électif public ? Parce que, a priori, les trois catégories étaient étanches, mais la jurisprudence, elle les fusionne. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le parlementaire, le sénateur ou le député, on peut le basculer dans les deux premières catégories. Ce qui pousse à s'interroger en se disant, mais est-ce qu'on a besoin de cette dernière catégorie du coup ? Alors, la réponse à cette question, elle est venue dans plusieurs arrêts, vous voyez, du 27 juin 2018 et du 11 juillet 2018, et je pense qu'elle a été intéressante de l'utiliser dans l'affaire Fillon ensuite, parce qu'on avait typiquement le problème concernant les détournements de fonds publics. Parce que les détournements de fonds publics, l'auteur doit être soit une personne dépositaire, soit une personne chargée d'une mission de service public. Mais on ne trouve plus les personnes investies d'un mandat. Ce qui faisait dire justement aux avocats dans ces affaires, si on n'est pas concerné, c'est qu'on peut le faire. Sauf que le juge pénal, il a eu une autre lecture, il s'est dit, mais est-ce qu'il ne rentre pas dans les deux autres catégories finalement ? Et c'est ce qu'on a eu dans ces affaires. Le 11 juillet 2018, c'était un sénateur qui avait accordé un emploi fictif à sa belle-fille, qui était esthéticienne de formation, hautement rémunérée à hauteur de 5 000 euros, et qui a expliqué qu'elle ne faisait pas un emploi fictif puisqu'elle s'occupait de sa garde-robe et de l'accompagner sur les marchés. Sauf qu'on a considéré que, déjà, pour pouvoir appliquer les qualifications, il fallait qu'on puisse rattacher ce sénateur aux deux catégories. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit d'ailleurs, le sénateur, il est soit une personne dépositaire, soit une personne chargée d'une mission de service public. Donc il rentre dans les deux catégories. Ce qui fait dire à certains, on pourrait supprimer les personnes investies d'un mandat électif public. On rentre facilement dans les deux premières catégories. Alors, l'autre question qui s'est posée, c'est parce que toutes les catégories que je vous ai présentées, c'était des personnes physiques. Est-ce qu'on pourrait avoir un fonctionnaire qui soit une personne morale ? C'est vrai, la question est importante. Est-ce qu'on pourrait retenir un manquement au devoir de probité à l'encontre d'une commune, d'un syndicat mixte, d'une communauté de communes, etc. Alors vous voyez qu'il y a du pour et du contre, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales, donc a priori, ils tombent dans le panier. Mais en même temps, quand on regarde les catégories, c'est toujours des personnes physiques. Vous n'avez jamais rencontré un élu qui est une personne morale. Et d'ailleurs, aucune peine n'est prévue pour les personnes morales en ce sens. Donc la question est intéressante. La réponse a été donnée dans un arrêt du 19 décembre 2018. Ça concernait justement un CIVOM, un syndicat intercommunal à vocation multiple. Ça se passait du côté de la Corse. Et le CIVOM avait trouvé une drôle d'habitude. C'est que le CIVOM, du coup, il a été poursuivi parce que les consommateurs, ça concernait justement la gestion en eau potable. Et sur la gestion en eau potable, les consommateurs se sont réunis en association qui s'appelait Eau Secours, comme l'eau, avec un petit jeu de mots, parce qu'en fait, le CIVOM avait permis à la société de regrouper une surtaxe de 1 € par mètre cube d'eau. Au profit de qui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, il y a eu des poursuites pour concussion et favoritisme. Et là, on a eu une réponse de Normand, parce que la Chambre criminelle nous a dit « c'est bien un établissement public, donc on a bien une personne investie d'un mandat électif public ». Là, ça, c'est le côté, la bonne nouvelle. La douche froide, de l'autre côté, ça a été de dire « ah oui, mais pas de chance. Percevoir des impôts en concussion, c'est une prérogative de puissance publique, ça ne se délègue pas. Et les marchés publics, ça ne se délègue pas non plus. Donc, ils ont la qualité, mais pas la responsabilité. Et donc là, il y a une forme d'impunité en fait, qui s'est mise en place, en tout cas parce que les textes sont verrouillés à l'article 121.2. Alors maintenant, l'approche formelle, les comportements incriminés de toutes ces infractions, elles présentent deux caractéristiques. C'est que tout résultat est exclu. Aucun résultat dommageable n'est attendu. Ce qu'on sanctionne en soi, c'est un conflit d'intérêts. Et justement, on en a parlé en ouverture de ce colloque. C'est le conflit d'intérêts qui est sanctionné. On exclut de résultats, ce qui fait même douter de l'utilité de la tentative, parce qu'on a des textes qui prévoient la tentative. Par exemple, il y a la tentative de concussion. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenter d'exiger une somme ? Soit vous l'exigez, soit vous ne l'exigez pas. Mais vous n'êtes pas entre les deux. Ce serait quoi comme hypothèse ? Ce serait quelqu'un qui commence une phrase, il la finit pas, ou il est pris d'un malaise, et donc on lui dit « ah, ça devait être une tentative de concussion ». Ça paraît un peu étrange. Même chose pour le détournement de fonds publics, puisque les biens sont déjà entre les mains du fonctionnaire. Donc on a du mal à voir où sera la tentative. Alors, exclusion du résultat, ça veut dire que, par exemple, le résultat, le profit, le gain, est indifférent. Parce qu'on a souvent l'argument en défense qui disait « je ne me suis pas enrichi, je l'ai fait dans l'intérêt de la commune, du parti politique, de la ville, pour les habitants ».
Mais le gain n'est pas une caractéristique de ces infractions. Il n'y a pas ce résultat à atteindre. Même chose, et ça vaut pour toutes les infractions. Même chose pour le préjudice. Bien souvent, on a des individus qui disent « Oui, mais je n'ai pas causé de préjudice à la commune, hein, elle ne s'est pas appauvrie, la commune, ça m'a enrichi. Vous ne pouvez pas me reprocher quelque chose. » Oui, mais peu importe, là aussi. Ce n'est pas parce que c'est une atteinte à l'État qu'il y aurait un préjudice à démontrer. Ce n'est pas comme l'infraction de faux, hein, si je peux prendre un exemple qui comprend un préjudice. Et puis, du coup, ça nous amène plutôt au cœur. L'infraction, c'est une infraction formelle. On sanctionne l'abus de fonction en soi, indépendamment des conséquences et du résultat. On va réprimer le conflit d'intérêts. Alors, du coup, vous voyez qu'on a une phrase qui est assez intéressante d'un auteur, de Philippe Comte, qui disait « Derrière les atteintes à la probité, c'est le fonctionnaire partisan ou partial qui est réprimé, pas le fonctionnaire vénal. » Bien souvent, il y a toujours un peu de vénalité quand même, on ne fait pas ça par altruisme. Mais il y a toujours de la partialité. Et c'est la partialité qu'on sanctionne. C'est celui qui fausse les règles du jeu. C'est ça qu'on sanctionne. Et évidemment, la loi du 11 octobre 2013, elle est venue définir ce qu'était un conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'interférence entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, c'est-à-dire votre dévouement et votre portefeuille, si je résume un peu. Hein. Alors, le conflit d'intérêts, maintenant, ça suppose d'identifier c'est quoi les termes en conflit. Je suis encore dans les temps ou... C'est bon, je débute. Non ? Mettre du temps ? Encore ? Je résume. Un intérêt supérieur, un intérêt particulier. Alors, l'intérêt supérieur, ça suppose également que le conflit soit d'une certaine intensité. C'est comme en droit des sociétés avec les conventions entre le dirigeant et la société. On ne sanctionne ou on ne s'intéresse qu'à celles qui sont les plus dangereuses. Il faut une intensité. L'intérêt supérieur, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général va se manifester par différentes valeurs. La transparence des finances publiques, le fonctionnement normal de l'État, l'impartialité des fonctions, la gestion impartiale des intérêts financiers. Il y a toujours une valeur qui est déclinée au nom de l'intérêt général. Maintenant, en quoi consiste l'intérêt particulier ? Eh bien, il peut être un intérêt matériel, pécuniaire, ou il peut être un intérêt moral. Justement, des liens d'amitié pour accorder la construction d'un écoquartier. C'était une mère qui avait un partenaire de golf. Et bien, on lui a reproché son partenaire de golf. Méfiez-vous de vos amis. Et on l'a sanctionné pour prise illégale d'intérêt. Un lien d'amitié, un lien d'affaires, un lien politique. En revanche, le seul fait d'appartenir à la même famille politique, ce n'est pas répréhensible. Parce que ça s'est posé comme question. Ce n'est pas parce que vous appartenez au même parti politique qu'on va vous reprocher justement un conflit d'intérêt ou un lien d'intérêt. Ça ne suffit pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enlevé l'expression intérêt quelconque pour la prise illégale d'intérêt. Les sénateurs étaient évidemment à la manœuvre parce qu'ils y tenaient depuis des années, mais on a retenu l'expression d'un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité. Je le dis tout de suite, sur le fond, ça ne va rien changer. C'est juste qu'à mon avis, le juge pénal va plus motiver ses décisions et il n'y aura pas d'effet plus doux ou plus sévère sur ce point. Alors, une question s'est posée, et notamment pour la prise illégale d'intérêt, on voit souvent des élus dire « Oui, mais mon intérêt convergeait avec celui de la collectivité ». Vous voyez, ça s'est retrouvé dans plusieurs arrêts comme ça, où on dit « C'est vrai, je suis intervenu dans une affaire que je devais surveiller, mais je l'ai fait pour l'intérêt général quand même ». C'est-à-dire que dans l'arrêt du 19 mars 2008, c'est un maire qui accepte par délibération de céder un bout de parcelle de la propriété pour des travaux, mais le reliquat des parcelles sont attribués à une société qui lui reverse. Et il dit, mais dans les deux cas, je ne vois pas le problème. La commune a cédé les parcelles et moi, j'agrandis ma propriété. Sauf qu'il y a bien une convergence d'intérêts qui est tout autant punissable. La convergence est aussi condamnable que, justement, le conflit. Alors l'approche objective va être très simple. Il y a un élément moral, mais il est quasiment en mort clinique dans les infractions d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à pousser longtemps, alors je vais le dire très simplement, ce sont des infractions intentionnelles, il faut un dol général. Il n'y a jamais de dol spécial qui est exigé pour ces infractions. Le dol général suffit. C'est-à-dire la seule conscience de violer la loi pénale suffit pour ces infractions. Mais justement, pour ces infractions, c'est la démonstration. Comment prouver la mauvaise foi ? Et je terminerai là-dessus très simplement. Il y a deux méthodes employées par le juge pénal. Soit on déduit l'intention de l'élément matériel, c'est la preuve par déduction, et c'est logique. On a un élément qui est dématérialisé, psychique, on va le concrétiser dans le comportement adopté. Et puis enfin, ce qu'on applique et qui est redoutable pour tous ces fonctionnaires,
c'est qu'on va apporter la preuve par présomption. On va regarder qui est l'auteur, et de là, on va prendre en compte son expérience et ses connaissances. Et évidemment, à partir de là, à part l'erreur de droit ou invoquer le trouble mental, ça va être compliqué pour un élu d'expliquer qu'il, je cite, selon les arrêts, qu'il était de bonne foi, qu'il ignorait. Donc vous avez une présomption de connaissance ou d'ignorance interdite en droit pénal. Et puis vous avez quand même quelques arrêts, vous en avez un qui a quand même dit, après 18 ans en tant qu'élu, il revendiquait son incompétence. Alors, avouons que c'est difficilement plaidable devant le tribunal, sauf pour un prévenu ayant un goût immodéré pour la flagellation et l'autoflagellation. Pour les autres, vous l'avez compris, la condamnation sera inévitable. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Brigand. C'est bon. Pour votre intervention qui a beaucoup de mérite, et en particulier celui de planter assez clairement et de manière assez dense et illustrer le décor. Voilà. Je propose à l'auditoire de retenir ces questions, de ne pas les oublier et de les poser à la fin de la séquence qui a démarré. Et donc, je vais, sans tarder, pour ne pas perdre de temps, donner la parole à Madame Lavric, qui va évoquer, donc qui est maître de conférence, ça a été dit plusieurs fois, en droit pénal et en sciences criminelles, ici même à l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui va évoquer l'aspect procédural. Madame Lavric, à vous de jouer. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc après cette présentation fort réussie du droit pénal de fond, je vais essayer en quelques mots, et je vais essayer de ne pas être trop longue, de vous dresser un tableau des dispositions procédurales qui s'appliquent en matière d'atteinte à la probité. Donc la procédure pénale, elle présente certaines particularités dans le domaine des infractions d'atteinte à la probité, infractions qui relèvent du point de vue de leur nature, puisqu'on raisonne en termes de catégorie finalement, de la délinquance économique et financière. C'est la grande famille de la délinquance dite ECOFI dans le jargon. Alors cette nature particulière sur le fond emporte certaines conséquences sur la forme qu'il nous convient de présenter. Le domaine des manquements au devoir de probité pénalement sanctionnés présente ainsi des particularités d'ordre, on va dire juridictionnel ou institutionnel, et procédural à proprement parler. Donc je vais adopter ce plan en deux parties très simples. Donc s'agissant des particularités juridictionnelles pour commencer, elles se présentent sous deux formes, là encore, l'existence de différents niveaux de compétences juridictionnelles et également l'existence d'un parquet judiciaire spécialisé. Donc ça va être les deux points que je vais adopter. Différents niveaux de compétences juridictionnelles. Alors, en matière de délinquance économique et financière, il existe différentes juridictions, différents niveaux de compétences, avec d'abord les GIRS, c'est-à-dire les juridictions interrégionales spécialisées, qui datent de la loi Perben II et qui ont été mises en place en octobre 2004. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, il s'agit de la compétence concurrente de la GIRS de Paris, dont la compétence territoriale s'étend aux cours d'appel de Paris, Bourges, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de la Réunion et au tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La compétence matérielle de la GIRS concerne d'une part la criminalité organisée, j'en reparlerai tout à l'heure, et d'autre part les infractions économiques et financières. Et elle inclut naturellement les atteintes à la probité. Donc je ne reviens pas sur la définition de ces atteintes, simplement pour vous préciser que c'est l'article 704 du Code de procédure pénale qui prévoit la compétence de la GIRS et qui renvoie expressément aux délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 du Code pénal. Autrement dit, les infractions évoquées par mon collègue, concussion, corruption passive, trafic d'influence passif, prise illégale d'intérêt, favoritisme, je synthétise au maximum, ainsi que la soustraction et le détournement de biens intentionnels ou par négligence. La compétence de la GIRS s'étend à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, mais elle est concurrente à celle du parquet local et elle s'appuie sur des critères qui sont définis par la loi. Donc, on a des critères de répartition prévus par la loi. L'article 704 vise les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Le choix entre maintien de la compétence du parquet local et compétence de la GIRS s'opère au cas par cas, dans l'idée que la GIRS de Paris ne se saisira que lorsqu'elle pourra apporter une plus-value au traitement du dossier, selon les termes employés par le procureur de Paris, Rémi Heitz, à l'occasion du colloque organisé par ma collègue
en Polynésie l'année dernière. S'agissant de l'action du parquet de Paris dans les Outre-mer, le procureur de Paris expliquait à cette occasion que bien souvent, la saisine GIRS s'explique moins par la complexité du dossier, toujours cependant requise pour fonder cette compétence, que par la difficulté pour le parquet local de conserver l'affaire en raison de la qualité des suspects, notamment s'agissant des élus. Ceci expliquant que la GIRS de Paris soit amenée à connaître d'affaires d'atteinte à la probité dans un souci finalement de bonne administration de la justice. Cela étant, le même procureur de Paris faisait état des difficultés pratiques liées à la compétence GIRS dans ce type de dossier, à savoir des moyens d'enquête sur place limités au regard de la nature ou de l'ampleur des recherches à mener, de même que le temps limité lui aussi des enquêteurs venant de métropole sur place, alors que les investigations dans ce type de dossier s'inscrivent souvent dans la durée. Donc voilà pour cette première compétence concurrente qui est celle de la GIRS, et s'ajoute encore dans ce domaine une autre compétence matérielle, celle d'un parquet judiciaire spécialisé. Alors, ce parquet judiciaire spécialisé, c'est le parquet national financier, le PNF, qui date d'une loi de 2013 pour sa part, loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance financière, et loi organique de la même date relative au procureur de la République financier. Donc le PNF, il est aujourd'hui compétent dans le domaine des atteintes aux finances publiques, des atteintes à la probité, des atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers et des atteintes au libre jeu de la concurrence. Alors, il faut préciser que sa compétence est exclusive pour les seules atteintes au marché financier. Pour les autres, dont les atteintes à la probité, il n'exerce qu'une compétence concurrente qui est, là encore, soumise aux critères de grande complexité de l'affaire, tel que nous l'indique l'article 705 du Code de procédure pénale. Donc, le PNF, c'est un parquet spécialisé, composé de magistrats eux-mêmes spécialisés en matière économique et financière. C'est un parquet autonome qui est distinct du parquet de Paris et qui est doté d'une compétence nationale. Le PNF, il est donc compétent en Nouvelle-Calédonie et s'est d'ailleurs récemment saisi d'une affaire qualifiée de serpent de mer par la presse locale, celle du câble sous-marin impliquant l'OPT, là encore. Donc une enquête préliminaire a été ouverte en janvier 2021 par le PNF pour des soupçons de favoritisme, prise illégale d'intérêt et corruption d'agents publics, dans le cadre de la décision d'attribuer à la société Alcatel Submarine Networks un marché pour la pose d'un second câble sous-marin destiné à sécuriser l'accès du territoire à Internet. On précisera qu'en cas de saisine du PNF, la suite éventuelle de la procédure, donc instruction éventuelle voire jugement, relève de la compétence du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris. La création du PNF au lendemain de l'affaire Cahuzac a permis à la France de répondre aux recommandations adressées par l'OCDE en 2012 d'intensifier sa lutte contre la corruption internationale, mais elle concourt à une politique publique plus générale de transparence démocratique et de lutte contre la fraude et les atteintes à la probité, ces infractions portant atteinte à la solidarité nationale, à l'exemplarité et à la confiance dans les institutions publiques, ainsi qu'on peut le lire sur le site du PNF. La conception répressive de notre droit pénal des infractions d'atteinte à la probité se traduit donc déjà sur la forme par une pluralité de compétences juridictionnelles, spécialisées ou non, qui doit en principe favoriser l'accès aux juges judiciaires et empêcher que des faits ne puissent trouver leur juge, comme on dit. Finalement, l'autorité judiciaire compétente en la matière, elle est protéiforme, et cette caractéristique suppose d'articuler toutes ces compétences concurrentes que je viens de vous décrire, le critère de grande complexité qui détermine à la fois la compétence de la GIRS et celle du PNF, étant évidemment nécessaire au regard de la loi, mais peut-être pas primordial s'agissant des territoires ultramarins. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. L'efficacité de l'autorité judiciaire en ce domaine, elle dépend également des moyens mis à sa disposition, bien évidemment, et se pose en particulier la question de la spécialisation des services d'enquête. Donc à cet égard, il existe depuis 2013 un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, qui est un service central de police judiciaire, qui comprend notamment une brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière. Mais on ne retrouve pas forcément au plan local cette même spécialisation au sein des services et donc les mêmes moyens d'investigation concrètement. L'année dernière, là encore, à l'occasion du colloque organisé par ma collègue ici présente, le procureur général de Papeete, M. Thomas Pizon, parlait de pénurie d'OPJ spécialisés en écophi en Polynésie, pointant tout à la fois la question de la formation des OPJ et celle du recrutement d'OPJ spécialisés. Il évoquait à cette occasion quelques pistes d'amélioration de la situation, telles que la création, alors je vais soumettre l'idée à monsieur le procureur de la République et monsieur l'avocat général ici présent, création sur le modèle de l'OFAST, Office anti-stupéfiant, d'une antenne Pacifique Sud
de l'Office central en matière de délinquance économique et financière. Antenne Pacifique Sud, donc antenne locale, qui serait compétente pour les territoires polynésiens et calédoniens. Monsieur Thomas Pizan a évoqué aussi une autre piste, celle du recours à une task force projetée sur le territoire pour une durée déterminée afin de mener des enquêtes ciblées. Donc vraiment l'idée de déployer une force d'enquête spéciale dans les dossiers qui impliquent nos territoires ultramarins. Donc je résume mon premier point. Il existe une pluralité d'acteurs finalement de la procédure pénale qui participent à la répression de ces infractions d'atteinte à la probité, y compris dans les Outre-mer et en Calédonie notamment. À ces particularités d'ordre juridictionnel au sens large s'ajoutent des particularités procédurales à proprement parler. Ce sera mon deuxième point. Alors, ces particularités procédurales, elles se manifestent à différents niveaux. Là encore, des moyens d'investigation renforcés sont prévus pour certaines infractions, comme on va le voir. Ensuite, des procédures spécifiques, alternatives aux poursuites ou au jugement sont disponibles et peuvent apparaître comme des procédures adaptées. Plus ou moins adaptées, c'est ce qu'on va voir. Moyens d'investigation renforcés pour commencer. Donc, ces moyens d'investigation renforcés concernent certaines infractions d'atteinte à la probité. Donc là, c'est l'article 706-1-1 du Code de procédure pénale qui prévoit le recours possible à des techniques spéciales d'enquête pour une série de délits incluant la corruption passive de l'article 432-11 ainsi que pour le détournement de biens de l'article 432-15, ainsi finalement qu'à tous les délits de corruption et de trafic d'influence prévus par le Code. Sont ainsi permis le recours à la surveillance, à l'infiltration, à l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, ainsi qu'aux autres techniques spéciales d'enquête, dont on rappellera simplement que le régime a été unifié et les dispositions réorganisées par la loi du 23 mars 2019. Donc on a toutes ces techniques spéciales d'enquête qui vont pouvoir être mises en œuvre. La liste que je viens de vous faire peut paraître longue, pour autant, elle ne correspond pas à l'intégralité du champ de ce qu'on appelle la procédure pénale spéciale ou procédure pénale bis, applicable aux seules infractions qui relèvent de la criminalité organisée, au sens de l'article 706-73. Donc on a deux formes de criminalité, la criminalité organisée d'une part et la criminalité écofi d'autre part, qui connaissent un traitement procédural différencié. Traitement procédural différencié qui se fonde sur des représentations socioculturelles opposant le grand banditisme, on va dire, à la délinquance des élites. Voilà finalement la clé de répartition, peut-être un peu subjective ou subliminale, qu'on a entre ces deux champs de la délinquance. En ce sens, le Conseil constitutionnel a lui-même énoncé, pour refuser d'étendre à la corruption l'ensemble des techniques spéciales d'enquête, que les infractions énumérées par l'article 706-1-1 de corruption et de trafic d'influence, ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. On a certains auteurs qui dénoncent une incohérence juridique et criminologique et qui plaident pour un rattachement de la corruption au crime organisé et pour une unification procédurale s'agissant de ces deux champs de criminalité. Alors, on pourra peut-être leur objecter que l'unité de la criminalité organisée, elle est sans doute déjà elle-même en trompe-l'œil, puisqu'on rappellera qu'il n'existe pas une, mais 3 listes d'infractions qui appellent pour chacune un traitement procédural distinct. Et il faut encore y ajouter, pour être complet, les infractions terroristes qui appellent à elles seules un régime procédural exorbitant. Donc en fait, la notion de criminalité organisée, telle qu'elle est traduite dans la loi, elle est donc elle-même protéiforme et il en découle déjà un régime procédural fractionné. Donc je reviens à mon propos s'agissant des infractions d'atteinte à la probité. En la matière, les moyens de la procédure pénale spéciale sont donc limités, c'est ce qu'on retiendra. Donc ça signifie notamment le recours au régime de droit commun de la garde à vue et des perquisitions, puisque c'est souvent évidemment ces deux éléments qui font la différence entre les deux régimes. Donc, moyens limités, en plus d'être restreint à une partie seulement des infractions d'atteinte à la probité, puisque toutes les atteintes à la probité ne sont pas visées à l'article 706-1-1. Alors, évidemment, se pose la question de savoir si cela constitue un frein à l'efficacité de la répression. Là encore, je me permettrai de poser la question aux magistrats ici présents. Outre ces moyens d'investigation renforcés, il existe aussi, dans le domaine des infractions d'atteinte à la probité, des procédures adaptées. Alors, en matière d'infraction à la probité, il existe une procédure alternative aux poursuites spécifiques, la convention judiciaire d'intérêt public, avec laquelle semble s'articuler la procédure de CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Alors, du côté des alternatives aux poursuites, c'est donc la CJIP, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, qu'il faut mentionner. C'est une création de la loi de 2016, la loi Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La CJIP, c'est la version française des Deferred Prosecution Agreements et des Non-Prosecution Agreements qui se pratiquent depuis plus de 20 ans aux États-Unis notamment. Procédures par lesquelles des entreprises qui font l'objet d'enquêtes pour délinquance économique acceptent de régler une sanction financière, de reconnaître certains faits et de se soumettre à des mesures de prévention en contrepartie d'une suspension, ça c'est le DPA, ou de l'extinction des poursuites, ça c'est le NPA. Donc la version française, c'est une transaction sans reconnaissance de culpabilité, réservée aux personnes morales, mises en cause pour des infractions déterminées et présentant une certaine complexité. Dans le système français, on s'accorde aussi à dire qu'il y a un contrôle du juge, un contrôle plus poussé du juge que dans le système américain, hein, qui rapprocherait plutôt la CJIP du DPA anglais. La procédure est prévue à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale, qui nous dit dans les grandes lignes que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République, en l'occurrence le PNF, peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits. Alors là, on retrouve les délits de corruption active et les délits voisins. On retrouve la fraude fiscale et le blanchiment de tous ces délits, de conclure une convention qui porte obligation de respecter une ou plusieurs obligations, parmi lesquelles celle de verser une amende d'intérêt public au trésor public, dont le montant est proportionné aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d'affaires annuel, je précise. Et deuxième obligation possible, celle de se soumettre à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, dont on reparlera juste après, pour une durée maximale de 3 ans. Le texte prévoit que la victime est informée de la décision du parquet et que la convention doit, le cas échéant, prévoir des modalités de réparation de son préjudice. Donc la victime est envisagée au moins un peu dans ce dispositif. Et il précise encore que les représentants légaux de la personne morale sont, quant à eux, responsables en tant que personne physique. Donc là, il faut évidemment envisager l'articulation entre la responsabilité de la personne morale et celle de la personne physique, le cas échéant. En cas d'accord trouvé entre le PNF et la personne morale, le parquet saisit le président du tribunal pour faire valider la proposition de convention. Si celui-ci la valide, la condition devient exécutoire à l'expiration d'un délai de 10 jours. C'est un délai de rétractation qui est ici prévu au profit de la personne morale. La prescription est alors suspendue pendant l'exécution de la convention et l'accomplissement des obligations éteint l'action publique. La convention n'est pas inscrite au casier judiciaire, mais fait simplement l'objet d'un communiqué. Et en cas d'échec, ça peut arriver, en absence de validation, rétractation ou défaut d'exécution, la loi nous dit que le parquet met en mouvement l'action publique sauf élément nouveau. Et en cas de condamnation, il sera tenu compte de l'éventuelle exécution partielle des obligations. Pour être parfaitement complète sur cette possibilité, la CJIP elle peut aussi être proposée au cours de l'information judiciaire, donc une fois que l'action publique a déjà été mise en mouvement, à l'instar de la passerelle prévue en matière de CRPC. On a prévu donc ces deux moments possibles finalement pour la CJIP. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est celle de l'efficacité de ce dispositif en matière de lutte contre la corruption, car seule la corruption active est concernée finalement, à l'exclusion des autres atteintes à la probité à proprement parler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce jour, on a 14 CJIP qui ont été conclus par le PNF. Le dispositif, il est a priori plutôt attractif pour les personnes morales. Mieux vaut accepter la CJIP et négocier dans ce cadre plutôt que d'aller au contentieux, comme l'a illustré l'affaire UBS. Mieux vaut également privilégier cette option par rapport à une CRPC qui non seulement implique une reconnaissance de culpabilité, mais présente également le risque que soit prononcée une peine d'exclusion des marchés publics. Donc c'est vrai, quand on met en balance les deux dispositifs, clairement, la balance penche en faveur de la CJIP. Ce dispositif permet d'appréhender des affaires importantes, voire très importantes, et de capter, si je puis dire, des amendes parfois, là aussi, très importantes, comme ça a été le cas dans l'affaire Airbus, où on a une amende d'intérêt public qui est de 2 milliards d'euros. Il s'agit aussi d'un instrument de souveraineté nationale qui permet de limiter l'application extraterritoriale du droit américain en matière de corruption internationale. Donc beaucoup d'atouts pour cette procédure négociée alternative aux poursuites. La CJIP, finalement, elle transcende un schéma traditionnel entre les alternatives réparatrices et les alternatives punitives au procès pénal pour obéir à une autre logique.
Logique qui l'éloigne d'ailleurs tout autant des principes qui gouvernent en fait notre système pénal. Quelle est cette logique? C'est celle d'une justice négociée, fondée sur le pragmatisme et un souci d'efficacité. Tant au niveau des sommes recouvrées par l'État, on l'a dit, qu'au niveau de la prévention du risque de récidive, qui passe par les programmes de mise en conformité. Ces programmes, ils illustrent même un paradigme nouveau qui repose sur l'intégration dans la propre structure de la personne morale d'une dynamique vertueuse, dont on peut espérer, en tout cas c'est le pari qui est pris, qu'il sera plus efficace que l'effet combinatoire classique de la peine pour encourager la désistance, c'est-à-dire la rupture de l'entité avec les pratiques illégales. Alors, on est dans un phénomène de justice négociée, de contractualisation, qui ne fait pas que des adeptes, loin s'en faut. La CJIP, elle est critiquée par une partie de la doctrine qui s'interroge sur sa capacité réelle à générer des changements durables, finalement, de manière à faire converger les intérêts privés de la personne morale et l'intérêt général. On a certains acteurs de la lutte anticorruption, et là je fais allusion aux associations notamment, qui dénoncent une dépénalisation des affaires qui ne dit pas son nom, l'instauration d'une justice à deux vitesses et la mise à l'écart des victimes, dont la place, il est vrai, est limitée. Ces critiques n'ont empêché ni la création d'une CJIP environnementale très récemment, ni le dépôt d'une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, qui suggère, entre autres, d'étendre la CJIP au délit de favoritisme. Donc là, on serait dans une logique d'extension, finalement, de ce mécanisme dans le domaine des atteintes à la probité. Alors, derrière la CJIP se pose encore la question du sort des personnes physiques, représentant l'ego de la personne morale, puisque le sort des uns et de l'autre, si je puis dire, ne sont pas liés, comme on l'a vu. Ça fait d'ailleurs dire à certains que la CJIP ne répond pas toujours à son objectif d'efficacité. Loin d'unifier le contentieux, elle le fragmente, en séparant le sort de la personne morale de celui de ses dirigeants et des victimes, et ne traduit pas nécessairement un allègement de la charge de travail pour la juridiction de jugement. Pour le PNF, en tout cas, l'articulation des deux se ferait sans difficulté. Je cite le PNF, en tout cas le procureur national financier. La CJIP solde le pénal pour les personnes morales. Les personnes physiques ne pouvant pas être couvertes par la Convention, il faut que la justice passe aussi à leur endroit, et elles feront l'objet, le cas échéant, de poursuites distinctes. Alors, quelle modalité de poursuite, le cas échéant, et j'en finirai par là. Il n'existe pas de procédure de jugement spécifique dans le domaine économique et financier, mais il apparaît que la CJIP, je le disais tout à l'heure, s'accorde plutôt bien avec la procédure de CRPC, donc comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, en deux mots, et parce que tout le monde connaît cette procédure, elle s'inspire du plaidé coupable anglo-saxon plea bargaining. Elle a été créée en 2004, donc c'est une procédure qu'on connaît assez bien aujourd'hui. Le procureur peut y recourir d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat à l'issue de l'enquête ou d'une information judiciaire. Là encore, il y a les deux moments possibles de la CRPC. La CRPC, elle s'applique par principe à tous les délits, donc ces délits d'atteinte à la probité sont inclus. Elle suppose la reconnaissance des faits et de leur qualification juridique. Donc sur cette base, le procureur propose à la personne d'exécuter une ou plusieurs peines. Je passe rapidement sur la procédure. S'il y a acceptation par l'intéressé, il y a encore une procédure d'homologation qui suit, bien évidemment, et qui va permettre au président du tribunal, juge du siège, de vérifier la réalité des faits et leur qualification, la validité du consentement et aussi d'estimer si la peine est justifiée. On retiendra que l'ordonnance d'homologation, elle produit les effets d'un jugement de condamnation. Alors, je passe rapidement puisque le temps passe. CJIP et CRPC poursuivent le même objectif, garantir une justice plus rapide et plus efficace, basée sur la coopération. Mais la CJIP, c'est une alternative aux poursuites spécifiques, tandis que la CRPC, c'est une alternative au jugement général, pas spécialement adaptée à la délinquance économique et financière. Par le recours combiné à ces deux procédures négociées, qui déplacent le débat judiciaire de la culpabilité vers la sanction, la répression des infractions d'atteinte à la probité se trouve soustraite au procès classique, ritualisé, vecteur des droits procéduraux essentiels et respectueux des principes du droit pénal général en termes de responsabilité et de peine infligée. La CRPC, bien sûr, ce n'est pas la seule procédure possible, avec ou sans la CJIP d'ailleurs. Sur la question des procédures employées, il apparaît qu'en Polynésie, en tout cas, c'est la convocation par OPJ, la CEPJ, qui soit privilégiée, dans le but de permettre un jugement rapide des mises en cause. Je laisserai évidemment le soin aux magistrats du parquet ici présents de nous préciser si la même logique s'applique en Calédonie.
Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci. Nous allons entamer donc la seconde séquence de cette matinée qui est consacrée au rôle des juridictions financières et administratives. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Florence Bonafou et Monsieur Philippe Belloc de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Madame Bonafou est présidente de la Chambre territoriale des comptes. Elle a occupé diverses fonctions au sein de plusieurs chambres régionales des comptes avant de rejoindre la Cour comme rapporteur extérieur, puis conseiller référendaire. Monsieur Belloc, lui, a été intégré au sein des juridictions financières en 2002 comme premier conseiller à la Chambre régionale des comptes du Limousin de 2002 à 2012, puis à Papeete. Il est désormais placé auprès de la Chambre territoriale des comptes de Polynésie française pour exercer les fonctions du ministère public. En résidence à Papeete, il assure les mêmes fonctions auprès de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Sans plus tarder, Madame la Présidente, vous avez la parole. Comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air de moi. Donc, on va essayer de vous présenter à deux voix avec Philippe Belloc, donc le procureur financier de la Chambre territoriale des comptes, le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, en allant effectivement un peu plus rapidement que prévu, puisque votre horaire est contraint. Donc, l'intérêt de vous présenter ce régime, c'est qu'il subit à l'heure actuelle une profonde évolution. Mais qui conserve quand même certains éléments fondamentaux, notamment cette maxime latine que j'aime bien, de minimis non curat praetor, et l'évolution actuelle renforce donc l'application de cette maxime. Le régime de responsabilité des gestionnaires publics est ancien, et on peut le faire remonter à plus de 700 ans, à l'ordonnance Vivier de Brie, qui met en place les chambres des comptes royales. Donc c'est un régime extrêmement ancien qui en fait a été réellement ordonnancé, structuré par Napoléon avec la création de la Cour des comptes en 1807. Et pendant toute une période, il s'est intéressé essentiellement aux comptables. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail historique, puisqu'on manque un peu de temps. Il s'est d'abord intéressé aux comptables, dont les comptes étaient jugés de façon juridictionnelle. C'est le cœur historique du métier des juridictions financières. La situation a quelque peu évolué avec la création de la CDBF, de la Cour de discipline budgétaire et financière en 1948, qui a pour mission de juger les ordonnateurs. Mais les ordonnateurs avec un nombre d'infractions limité, je dirais, et dans un souci d'exemplarité. Donc c'est à partir de cette date-là qu'on a cette notion d'exemplarité, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux faits les plus marquants, les infractions les plus marquantes. Le régime a continué ainsi à évoluer en parallèle, un régime de répression des infractions commises par les comptables, jugés devant les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour des comptes, et un régime de répression des infractions constitué par les ordonnateurs. Jusqu'à l'ordonnance actuelle du 23 mars 2022 qui bouleverse complètement la donne, et c'est un peu l'actualité du propos qu'on voudrait vous exposer avec Philippe, et qui met en place, à compter du 1er janvier 2023, un régime unifié qui va juger la responsabilité des gestionnaires publics, qu'ils soient comptables et qu'ils soient ordonnateurs, ou qu'ils soient ordonnateurs. Et ce régime infrapénal, puisqu'on n'est pas là dans un régime pénal, on est dans un régime infrapénal, est en lien avec le thème de notre journée, de notre colloque, sur la lutte contre les atteintes à la probité. Et dans une deuxième partie, donc, Philippe développera la façon dont ce régime de responsabilité, de mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables, maintenant unifiés, participe aussi à la lutte contre les atteintes à la probité. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement ce régime. Donc, on a simplifié le dispositif qui était celui-ci tel que présenté sur le schéma derrière moi. Comme je vous le disais, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui encore, en 2022, les ordonnateurs voient leur responsabilité mise en jeu devant la CDBF, la Cour de discipline budgétaire et financière, pour un nombre limité d'infractions, et les comptables, suivant qu'il s'agit de comptables de l'État,
voient leur responsabilité mise en jeu devant la Cour des comptes, ou des comptables locaux voient leur responsabilité mise en jeu devant la Chambre régionale ou territoriale des comptes. D'ailleurs, seuls les comptables locaux avaient une possibilité d'appel devant la Cour des comptes, et tous ont la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Donc c'était un dispositif complexe qui reposait pour les ordonnateurs sur des infractions décrites dans le Code des juridictions financières, les infractions jugées par la Cour de discipline budgétaire et financière, et pour les comptables par la mise en jeu de leurs responsabilités personnelles et pécuniaires, décrite dans l'article 60 de la loi de finances pour 63. Donc on avait vraiment deux régimes distincts. L'ordonnance de mars 2022 vise à unifier ce régime pour en faire un régime unique dont l'objectif est la protection de l'ordre public financier. Donc ce régime est maintenant beaucoup plus simple. L'ensemble des agents publics, qu'ils soient ordonnateurs ou comptables, mais je vais rentrer un peu dans les détails rapidement, il y a quand même des exceptions, sont justiciables directement devant une nouvelle chambre du contentieux créée à la Cour des comptes en juillet dernier, la 7e chambre de la Cour des comptes, en fait la chambre du contentieux de la Cour des comptes, qui jugera donc de l'ensemble des affaires. Un appel sera possible devant une cour d'appel financière composée de 4 membres de la Cour des comptes, de 4 membres du Conseil d'État et de 2 personnalités qualifiées, avant qu'une cassation soit possible, toujours devant le Conseil d'État. Donc on a un régime maintenant qui est beaucoup plus simple conceptuellement. Les infractions sont toutes décrites dans le Code des juridictions financières, l'article 60 de la loi de finances de 63 qui permettait de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est supprimé donc par cette ordonnance de mars 2022. Alors, je rentre rapidement dans les questions pratiques. Qui sont les justiciables? Quelles sont les infractions qui peuvent être poursuivies? Alors, les justiciables, c'est un périmètre très large. C'est en pratique, le dernier alinéa résume à mon avis bien les choses. C'est toutes les personnes, agents publics, qui exercent en droit ou en fait les fonctions d'ordonnateur ou de comptable. Donc, en droit, on peut avoir des fonctionnaires et des agents civils de l'État, ici ce qui nous intéresse peut-être plus, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et tout représentant, administrateur ou agent d'autres organismes soumis au contrôle des juridictions financières. Donc, le périmètre est très large. En fait, sont justiciables toutes les personnes qui agissent en droit ou en fait en tant qu'ordonnateur ou de comptable dans soit le champ strict des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et le champ plus large des organismes contrôlés par les juridictions financières, puisque, comme vous le savez, nous pouvons contrôler les organismes qui sont eux-mêmes contrôlés ou subventionnés à un certain niveau, à un niveau significatif, par des entités publiques. Donc un champ très large, mais bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui concernent essentiellement les élus. Donc les élus ne sont pas justiciables en règle générale devant ce nouveau régime, notamment les maires, les adjoints, les membres du conseil municipal, et un certain nombre d'élus spécifiques donc à la Nouvelle-Calédonie qui sont cités dans ce texte: le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou leur vice-président quand ils agissent par délégation. Donc les élus sont largement exemptés de ce nouveau régime, sauf s'ils ont agi dans des fonctions qui ne sont pas l'accessoire obligé de leurs fonctions électives, par des textes réglementaires ou législatifs. Donc dans ce cas-là, dans ce sous-cas-là, ils peuvent être justiciables devant du nouveau régime. Sont aussi justiciables du nouveau régime les bénévoles, en gros les bénévoles associatifs, des administrateurs et agents des associations, dans la mesure où ils sont bénévoles. C'est-à-dire que ces agents ne sont pas justiciables du régime. Par contre, sont justiciables, à contrario du régime, les présidents des associations et les agents rémunérés par les associations. Donc ça, c'est bien précisé par ce texte. Quelles sont les infractions pour lesquelles ces personnes peuvent être mises en cause? Donc on a 2 gros blocs d'infractions.
pour aller vite. On a un premier bloc d'infractions qui sont les infractions qui sont les plus larges et donc les plus utilisées et qui sont directement issues des infractions de la Cour de discipline budgétaire et financière, l'infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, et la faute de gestion. Donc ce sont deux infractions qui ont un champ potentiel d'application très large. Simplement, ce champ est réduit par une contrainte particulière, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif au regard du budget de l'organisme ou de ce service. Donc le législateur a entendu quand même cadrer le champ de cette infraction de manière importante. Elle ne pourra être poursuivie que s'il s'agit d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif au regard du budget du service ou de l'organisme que la personne contrôlait. Point important dans ce nouveau régime, seules les personnes physiques vont pouvoir être mises en cause. Les personnes morales ne le pourront plus. Contrairement à la situation actuelle, où dans certains cas, par exemple en matière de gestion de fait, le régime actuel permet la mise en cause de personnes morales. Le nouveau régime ne le permettra plus. Seules les personnes physiques pourront être mises en cause. Ça, ce sont donc les deux infractions les plus importantes. Elles sont accompagnées de 7 autres infractions qui, elles, ne nécessitent pas la caractéristique d'être des fautes graves ayant causé un préjudice significatif au budget de l'organisme, mais une simple responsabilité pour faute, donc échec aux procédures de mandatement d'office, avantage injustifié pécuniaire ou en nature procuré à soi-même ou à autrui, non-production des comptes, engagement d'une dépense sans respecter le contrôle budgétaire, engagement d'une dépense sans pouvoir, sans délégation pour ce faire, inexécution des décisions de justice et gestion de fait, la procédure de gestion de fait ayant été simplifiée. Donc elle ne se jugera plus qu'avec une seule décision de jugement et non une double décision comme actuellement. Donc un dispositif qui est singulièrement simplifié par rapport à la procédure actuelle. Les sanctions. Donc les sanctions sont aussi, je dirais, rationalisées. Les sanctions seront donc des amendes au bénéfice du budget de l'État avec des montants maximums qui sont prévus par l'ordonnance de 6 mois en règle générale, sauf 1 mois dans des cas particuliers. On peut évidemment avoir un cumul de sanctions. Le cumul de sanctions est possible dans une certaine limite. La différence aussi entre le régime actuel, notamment celui qui permettait la mise en jeu de la responsabilité des comptables, et le nouveau régime, c'est que là, il va falloir tenir compte des circonstances, chose dont à l'heure actuelle les juridictions financières ne tiennent absolument pas compte en ce qui concerne notamment la mise en jeu de la responsabilité des comptables. Ce n'est pas tout à fait pareil dans le régime actuel pour les ordonnateurs. Mais là, le grand changement pour les juridictions financières, c'est qu'il va falloir aussi tenir compte des circonstances. On peut avoir des circonstances aggravantes, comme la réitération des faits, la durée de maniement des deniers dans une gestion de fait, l'importance du préjudice, bien sûr, ou des circonstances atténuantes. On a aussi d'autres types de circonstances intéressantes qui sont des circonstances absolutoires, c'est-à-dire en cas de circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables ne pourra pas être mise en jeu, ou des circonstances exonératoires. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est nouveau, c'est-à-dire que si l'agent dont la responsabilité est mise en cause peut se prévaloir d'instructions préalables de son supérieur hiérarchique, voire d'une délibération de l'organe délibérant dûment informé de l'affaire, cela pourra être une circonstance exonératoire. Évidemment, comme par le passé, les comptables qui ont été réquisitionnés verront aussi leur responsabilité être substituée par celle de l'ordonnateur. Mais ces deux alinéas de circonstances exonératoire sont des cas tout à fait intéressants. Je vais vite pour ensuite permettre d'aller sur l'articulation avec la lutte contre la probité. Donc la saisine des juridictions financières est élargie, notamment donc ce nouveau dispositif sera alimenté par les chambres régionales et territoriales des comptes, donc par nous-mêmes, mais aussi par le procureur de la République, par le représentant de l'État dans le département ou dans le territoire pour des affaires ne relevant pas de l'État,
Idem pour le directeur des finances publiques. Les élus locaux pourront aussi saisir le parquet général de la Cour des comptes. Les créanciers, notamment pour le paiement d'une astreinte suite à une décision de justice, et les commissaires aux comptes qui, lors de leurs examens des comptes, par exemple des sociétés d'économie mixte ou de leurs filiales, pourront voir des irrégularités et pourront les transmettre au parquet général près de la Cour des comptes. Donc concrètement, pour nous, Chambre territoriale, comment on va articuler nos travaux avec ce nouveau régime de mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables à compter de l'année prochaine? Les faits seront relevés dans le cadre des travaux que nous menons au titre des contrôles des comptes et de la gestion. Donc, à titre de ces travaux, comme nous le faisons d'ores et déjà, nous examinons un certain nombre de zones de risque pour les organismes, notamment la gestion des ressources humaines, la commande publique, on en a déjà parlé ce matin, le versement de subventions, les modalités de gestion du patrimoine de la collectivité ou de l'organisme, notamment les cessions de biens, achats de biens, etc. Et au cours de ces examens des contrôles des comptes et de la gestion des organismes publics, que ce soit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des organismes qu'elles contrôlent, on va se trouver devant deux cas de figure, soit des cas de mauvaise gestion, mais sans commission des infractions qui sont listés dans ce nouveau régime, que je vous ai présenté un peu trop rapidement, mais que vous pourrez retrouver dans les diapositives. Donc, soit des cas simples, je dirais, de mauvaise gestion, et à ce moment-là, nous en ferons état, comme nous le faisons d'ores et déjà dans nos rapports qui, in fine, deviennent publics après une période de contradiction avec l'ordonnateur de la structure. Soit nous découvrirons des faits pouvant constituer des infractions, et auquel cas, si ces faits rentrent dans les infractions de ce nouveau régime, notamment si on peut caractériser la faute et le fait qu'il y ait un préjudice financier significatif au regard du budget de l'organisme, donc deux choses quand même qui peuvent nous poser difficulté à caractériser, eh bien, nous les déférerons via le ministère public au parquet général près de la Cour des comptes, qui lui-même pourra faire un tri, soit l'adresser au juge pénal, soit poursuivre avec la procédure de mise en jeu de la responsabilité devant la chambre financière de la Cour des comptes, le juge financier, soit éventuellement décider de classer l'affaire s'il juge que les faits ne sont pas assez caractérisés, que le préjudice n'est pas suffisamment significatif, par exemple, au regard du budget de l'organisme. Donc voilà, donc c'est deux voies qui s'ouvrent à nous à partir de l'année prochaine, mais qui se fondent en fait sur l'examen et le contrôle, les contrôles que nous faisons d'ores et déjà dans les collectivités, établissements publics et structures contrôlées par elles. Bon, alors après, je vais passer rapidement parce que c'était peut-être plus annexe. Le parquet général de la Cour pourra se saisir lui-même de certains faits. Notamment, il reçoit déjà, je crois, mais il recevra en tout cas dans ce nouveau régime l'ensemble des jugements des tribunaux administratifs et des cours d'appel et du Conseil d'État ayant trait à la prononciation de liquidation d'astreinte suite à des décisions de justice, et les ordres de réquisition des comptables lui seront transmis. Donc il pourra, à partir de ces éléments-là, aussi s'autosaisir. Il pourra donc lui-même, le parquet général près la Cour des comptes, transmettre un certain nombre d'affaires auprès des autres autorités ayant le pouvoir disciplinaire, ou bien entendu transmettre les affaires au procureur de la République pour les affaires susceptibles de constituer des délits ou des crimes. Voilà. Et au niveau local, les chambres régionales et territoriales des comptes voient leur pouvoir d'investigation sanctuarisé. En fait, c'est la même chose, mais protégé, puisqu'on rajoute dans le corps du texte qu'on ne pourra pas nous opposer un secret protégé par la loi. L'amende reste la même. Donc ce nouveau régime, j'espère n'avoir pas été trop long, se met en place au 1er janvier 2023, sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, donc pour parler de la spécificité du territoire, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est maintenue dans le même temps, puisqu'elle figure au sein de la loi organique. La procédure de jugement des comptes, plus exactement, figure au sein de la loi organique. Donc on aura les deux régimes en parallèle pendant un certain temps. Je cède la parole au procureur financier pour évoquer la question d'articulation avec la lutte contre la probité.
Merci Madame la Présidente. C'est une diapositive sur laquelle nous allons passer un petit peu de temps, parce que la plus intéressante, c'est celle qui va bien vous faire comprendre la différence entre les deux régimes répressifs et les liens qu'il peut y avoir entre les deux régimes répressifs. Donc à gauche, vous avez ce qui a été décrit déjà ce matin, c'est-à-dire les atteintes à la probité, ou plus exactement ce qu'on appelle les manquements au devoir de probité. Donc ils sont prévus aux articles 432-10 et 432-16 du Code pénal. Donc la corruption, c'est le 432-11-1, le trafic d'influence 432-11-2, la concussion 432-10, le favoritisme le 432-14, la prise illégale d'intérêt 432-12, 432-13 si elle est faite par un fonctionnaire, et le détournement de fonds publics est en 432-15. Du côté droit du tableau, vous avez les infractions qui sont prévues donc, par le Code des juridictions financières et qui, elles, sont des atteintes à l'ordre public financier. Donc là, on est dans un régime administratif répressif. Je vais vous donner parfois deux références d'articles, tout simplement parce qu'il y a une renumération du code avec le nouveau système de répression. Donc actuellement, toute la jurisprudence est basée sur la jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc c'est des articles qui sont L313-1 et suivants. Et dans le nouveau système, toutes ces infractions sont décrites aux articles L131-9 à L131-15 du Code des juridictions financières, donc cela à partir du 1er janvier 2013. Donc vous voyez aussi, c'est pareil, 2023, 1er janvier 2023. Si vous regardez donc, le système qui est décrit du côté droit, donc vous avez une première infraction qui est règle de l'exécution infraction, donc aux règles d'exécution des recettes, des dépenses ou à la gestion des biens. Donc celle-là, vous l'aurez retrouvée en jurisprudence à l'article L313-4. La faute de gestion, donc qui est valable pour les entreprises publiques et maintenant aussi pour les SPIC, celle-là vous la retrouverez dans la jurisprudence en L313-7-1. L'avantage injustifié, je reviendrai après plus en détail, c'est le L313-6. L'engagement des dépenses sans avoir la qualité d'ordonnateur ou sans avoir délégation de l'ordonnateur, ce L313-1. La gestion de faits qui n'était pas avant une infraction étant L131-15 dans le nouveau système de répression. Et ensuite, vous avez diverses infractions formelles. Par exemple, une imputation irrégulière, une imputation budgétaire irrégulière, un non-respect du contrôle financier, c'est-à-dire un engagement de dépenses alors qu'il était nécessaire d'avoir un avis préalable du contrôle financier, l'engagement de dépenses aussi sans avoir reçu le pouvoir ou la délégation pour le faire. Ça, c'est un L313-6. L313-3, je vous prie de m'excuser. Alors, vous voyez, a priori, on a deux systèmes qui sont vraiment différents. C'est un système qui est prévu par le Code pénal et puis un système donc, qui est prévu par le Code des juridictions financières avec des définitions d'infractions qui sont relativement différentes, ou du moins qui peuvent sembler différentes. Et on va voir maintenant que ce n'est pas si simple que ça et que le système est finalement assez poreux et qu'on peut trouver donc, des croisements en fait, d'infractions qui sont possibles. D'où après, d'ailleurs, la question qui se posera, c'est-à-dire que quand on a des croisements, des possibilités de bifurquer dans un sens ou dans l'autre, quelle voie on prend, c'est la question qu'on regardera après. Alors, quelques exemples. Par exemple, infraction à la règle d'exécution des recettes. Bon, très bien. Vous avez un comptable, par exemple, qui veut forcer le recouvrement d'un titre de recette qui est déjà prescrit. Il y a une infraction à la règle d'exécution des recettes. Le titre prescrit, il n'a pas le droit de poursuivre. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? C'est un délit de concussion. C'est du 432-10. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir à la fois une infraction au Code de juridiction financière et une infraction en pénal. On va prendre une infraction en règle d'exécution de la dépense. Alors, on va prendre par exemple un mandat de paiement qui est ordonnancé par l'ordonnateur, qui est mandaté par l'ordonnateur, par exemple sur la base d'une fausse facture. Ou, par exemple, l'ordonnateur certifie que le service est fait alors que le service n'est pas fait. Ok, donc il n'y a pas de problème, on est bien dans le cadre du Code des juridictions financières, c'est-à-dire qu'il y a bien une dépense irrégulière qui peut être sanctionnable. Mais ça doit aussi vous rappeler quelque chose, c'est-à-dire qu'on rentre là dans le cas des détournements de fonds publics. Donc ça peut être aussi sanctionné au niveau du pénal. Autre cas, par exemple, sur l'application des règles d'exécution des dépenses, supposons qu'on exécute un marché public qui devait être mis en concurrence. Il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de mise en concurrence.
il y a bien une infraction aux règles d'exécution des dépenses. Donc, c'est sanctionnable au type du Code de gestion financière. Mais, ça va vous rappeler quelque chose, on tombe aussi facilement dans le délit de favoritisme. Vous voyez, on peut aussi relever, dans ce cas-là, du Code pénal. On a la même chose pour l'avantage injustifié. L'avantage injustifié, je vous en donne la définition telle qu'elle est précisée dans la nouvelle version du Code de gestion financière, donc applicable à compter du 1er janvier 2023. Donc, ça sera au L131-12. Et voici quelle est la définition. Tout justiciable qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel, direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui ou à lui-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, et qui est passible donc des sanctions qui sont prévues par le Code des juridictions financières. Bien, quand vous regardez, c'est pareil, ces avantages injustifiés, vous voyez très bien aussi à quoi ça vous fait penser. Et il peut y avoir derrière une prise illégale d'intérêt, c'est évident. Il peut y avoir aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un délit de favoritisme. Donc vous voyez que le système est plus poreux qu'on pourrait le croire et qu'il y a des recoupements qui sont possibles. Le dernier recoupement possible, pour ne pas trop développer, la gestion de fait. La gestion de fait, c'est pareil, c'est donc une infraction qui est nouvelle en fait, dans le système de répression, qui existait avant, mais qui n'était pas traitée dans le système de la CDBF, qui était traitée dans un autre cadre. Donc la gestion de fait, maintenant, ça va être prévu à l'article L131-15 du Code de juridiction financière. Qu'est-ce que c'est une gestion de fait? Une gestion de fait, c'est quand une extraction de fonds irrégulière de la caisse du comptable, et que des personnes qui ne sont pas des comptables publics, qui ne sont pas habilités à manier des fonds publics, manient des fonds de façon irrégulière. Et c'est pour ça que ils sont déclarés comptables de fait, puisqu'ils manient des fonds publics alors qu'ils n'ont pas à manier des fonds publics, ils n'y sont pas habilités. C'est toujours pareil, qu'est-ce que ça vous rappelle ça? C'est l'article 433-12 du Code pénal. C'est l'immixtion dans des fonctions de comptable public sans en avoir le titre. Vous voyez, donc là encore, la gestion de fait, ça peut être aussi une infraction pénale. Et donc, à chaque fois, on a parfois à chercher à se poser la question comment on va aiguiller, en fait, est-ce qu'on va aller dans un système, est-ce qu'on va aller dans l'autre. Alors, on va essayer de creuser un petit peu ça. Et on va essayer de creuser un petit peu ça donc en vous montrant des exemples. Alors, par exemple, première série d'exemples, alors c'est les arrêts qui ont été rendus par la Cour de discipline budgétaire et financière en 2021. Première chose à remarquer, c'est qu'il y a 9 arrêts. 9 arrêts, c'est à peu près la moyenne de ce qu'il y a tous les ans dans la Cour de discipline budgétaire et financière. La Cour existe depuis 1946. Donc, on ne part pas avec une jurisprudence, on ne part pas de zéro. On a une jurisprudence qui est déjà assez établie et sur laquelle on pourra se baser. Donc, 9 arrêts. 9 arrêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que on ne fait pas du contentieux de masse. C'est du contentieux de l'exemplarité, comme on dit. Ce n'est pas fait pour faire du contentieux de masse, c'est fait pour faire du contentieux de l'exemplarité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Deuxième chose qu'il faut remarquer qui est intéressante dans ce tableau. Vous prenez le premier arrêt, règle d'exécution des dépenses et recettes. C'est le 313.4. Avantage injustifié, 313.6. Deuxième arrêt, règle d'exécution des dépenses et recettes, 313.4. Troisième arrêt, 313.4, 313.6. Quatrième arrêt, 313.4. Cinquième arrêt, engagement de dépenses sans pouvoir, c'est-à-dire sans avoir la qualité d'ordonnateur, 313.3. Ensuite, 313.4, 313.6. L'arrêt suivant, 313.4. L'arrêt suivant, 313.6. L'arrêt suivant, 313.3, 313.4. Et l'arrêt suivant, 313.3, 313.4. Qu'est-ce qu'on remarque en fait? Que sur 9 arrêts, j'ai 3 infractions qui reviennent. 3 infractions, pas 36, 3. Et notamment, l'infraction qui est l'infraction clé de la Cour de discipline budgétaire et financière, qui, alors je vous donne pareil la définition actuelle, c'est-à-dire celle valable à compter du 1er janvier 2023, donc l'article L131.9, qui était l'ancien L314.4, tout justiciable qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État, des collectivités ou des établissements, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif et donc est passible de sanctions prévues par le Code de juridiction financière. Donc vous voyez, ça c'est une infraction qui revient très régulièrement. Regardez dans le tableau, elle y est quasiment systématiquement.
Et ensuite, vous avez l'autre infraction dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est souvent une infraction qui est commise en même temps, je dirais presque connexe. C'est l'infraction à l'article 313.6, c'est-à-dire l'avantage injustifié. Et dans une moindre mesure, on a l'infraction à l'L 313.3, qui est l'engagement d'une dépense sans avoir la qualité d'ordonnateur ou délégation d'un ordonnateur. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Que 9 arrêts, 3 infractions qui reviennent régulièrement. Et troisième point qui est intéressant dans ce tableau, regardez, il y a une particularité. Normalement, les élus ne relèvent pas de la CDBF, ne sont pas justifiables de la CDBF. Regardez donc l'arrêt du 30 septembre 2021, et qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un maire. Alors c'est intéressant qu'il y ait un maire. C'est un maire, mais par une condition particulière, c'est qu'il a réquisitionné le comptable. Et que bien sûr, quand le maire réquisitionne le comptable, il substitue sa responsabilité à celle du comptable. Et comme le comptable, lui, relevait de la CDBF, le maire substituant sa responsabilité à celle du comptable, le maire, dans ce cas-là, devient justiciable de la CDBF. Vous voyez, c'est un cas assez atypique qui est intéressant à voir. Pour ceux qui sont passionnés par ça, il y en a. Je vous recommande particulièrement la lecture de l'arrêt du 9 mars 2021 sur la Caisse des dépôts et consignations, donc qui concernait le PDG de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, tout simplement parce que ce sont les plus grosses amendes qui ont jamais été prononcées par la CDBF. On est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour la petite histoire. Autre exemple aussi, pour vous faire comprendre donc, ce qui va parfois chez le juge judiciaire et ce qui va donc en CDBF, eh bien, c'est donc un exemple pris sur les décisions des juridictions judiciaires entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, c'est-à-dire sur une période d'une année. Donc ça, ce sont des décisions qui ont été prises sur transmission des chambres régionales des comptes ou territoriales des comptes. Et alors, pareil, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le tableau? Le premier, donc, jugement d'un tribunal correctionnel, président d'un département. Tiens, c'est un élu. Le deuxième, pareil, jugement d'un tribunal correctionnel, ça concerne un maire. Ça concerne un adjoint qui aussi est la fille du maire, comme par hasard. Et ça concerne un collaborateur qui est le mari de la fille du maire, donc le gendre du maire. Donc, toujours des élus. Arrêt du 10 décembre 2020 de la Cour d'appel de Papeete, ça concerne 2 maires, le maire actuel et son prédécesseur. Et enfin, le dernier, un jugement du tribunal correctionnel qui concerne un président de SPL qui est également un élu local. Et donc, vous voyez que dans ce tableau, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer qu'en fait, on n'a que des élus locaux. Alors, pourquoi on n'a que des élus locaux? Comme vous l'avez compris tout à l'heure, c'est tout simplement parce que les élus locaux ne relèvent pas de la CDBF. Donc déjà, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. On ne peut pas les traduire en CDBF, donc de toute façon, on les oriente sur le juge pénal. Voilà, c'est assez simple comme système d'aiguillage en la matière. Alors, là, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est le système. Et donc, on l'a bien dit, c'est une répression infrapénale qui est donc de l'ordre du droit administratif et qui a pour objectif la protection de l'ordre public financier, donc qui est assurée par les juridictions financières. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est une juridiction financière répressive, mais ce n'est pas une juridiction pénale et ce n'est pas une instance disciplinaire. C'est encore autre chose. On n'est ni dans le pénal, ni dans le disciplinaire, c'est autre chose. C'est une juridiction administrative répressive. Bien sûr, comme tout est toujours complexe en droit, c'est ce qui est intéressant. La CDBF décide d'accusation en matière pénale, au sens de l'article 600 de la Convention européenne des droits de l'homme. Conseil d'État, 30 octobre 1998, Lorenzi, CEDH, 26 septembre 2000, Guisset. Mais la procédure CDBF n'est pas pénale au sens du droit interne. Et pour cause. Sinon, elle serait dans le code pénal, elle ne serait pas dans le code des juridictions financières. Mais, et tout à l'heure, le procureur de la République en a parlé, les principes du procès pénal s'imposent à la CDBF. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les principes du procès pénal? L'impartialité, la formation du jugement et l'obligation de se déporter. Conseil d'État, 4 juillet 2003, Dubreuil,
Obligation de discuter les moyens de la défense et de motiver la décision. Conseil d'État 29 décembre 93, Guisset. Quelque chose qui est très important pour les juristes. Exigence d'une définition claire et précise des manquements réprimés. QPC, Conseil constitutionnel, 24 octobre 2014. Et pour avoir, pareil, un exemple de cette réserve du Conseil constitutionnel, il faut aller voir l'arrêt CDBF, Fondation nationale de sciences politiques et EP de Paris, du 4 décembre 2015. Donc, vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui ressemble beaucoup à du pénal. Enfin, la coloration du pénal, mais ce n'est pas du pénal. Voilà, il faut retenir ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le cumul des poursuites, il est tout à fait possible en droit. Il est tellement possible, d'ailleurs, qu'il est prévu dans l'article, avant c'était donc le L314-15 du Code des juridictions financières, et maintenant dans le L142-1-12 du Code des juridictions financières. Alors, quand il y a un cumul possible de sanctions, un cumul possible de procédures, il faut bien savoir à un moment comment on regarde ça. Bien, le Conseil d'État l'a tranché plusieurs fois, et notamment en application du principe non bis in idem, ou ne bis in idem, parfois on dit non bis in idem ou ne bis in idem. Et le Conseil d'État l'a précisé notamment de façon très claire dans une décision QPC. Excusez-moi, le Conseil constitutionnel l'a précisé dans une décision QPC du 2016-550 du 1er juillet 2016. Et donc, le Conseil constitutionnel se base sur les principes tirés de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nécessité des délits et des peines et proportionnalité des peines. Donc, on va voir un peu plus clairement ce que c'est ce principe du non bis in idem, et notamment l'application qui en est faite dans un arrêt. C'est pareil, c'est un arrêt qui est très pédagogique. Moi, je vous invite à vous y reporter. C'est un arrêt donc CDBF Direct Alsace du 2 décembre 2019. Qu'est-ce qu'il y a dans cet arrêt? Ce qu'il faut avoir en tête. Donc c'est deux personnes de la Direct Alsace qui sont déférents CDBF sur un marché public, absence de publicité adaptée, paiement sans pièce justificatif et fausse certification du service fait. C'est des bons clients là pour la CDBF. Et alors, en défense, ils ont opposé le principe du non bis in idem, en disant mais on a déjà eu une procédure disciplinaire, on a déjà été sanctionné, et puis en plus on a eu une enquête préliminaire, et donc il y a cumul des sanctions en disciplinaire, poursuite pénale, et puis en plus vous nous mettez devant la CDBF. Non, c'est pas possible, on peut pas faire les trois. Eh bien si, c'est possible, et justement on va regarder pourquoi c'était possible. Le Conseil d'État a précisé justement, le Conseil d'État a précisé déjà par rapport à la CEDH que, alors je vous passe les détails là, mais que la France ayant fait des réserves sur un protocole annexe de la CEDH, le principe du non bis in idem ne s'applique que pour les juridictions pénales. C'est par exemple ce que dit le Conseil d'État dans sa décision d'assemblée SARL Supercoiffeur du 12 octobre 2018. Les infractions relevant en droit français la compétence des tribunaux statuant en matière pénale. Voilà, c'est que dans ce cas-là que le principe du non bis in idem s'applique. En ce qui concerne la C2BF, l'articulation CDBF et juge pénal. Ça, c'est le Conseil constitutionnel donc, qui l'a tranché, comme je vous disais, donc, dans une décision QPC 2016-550 du 1er juillet 2016. Et c'est très, très précis. Alors, pourquoi c'est si précis? C'est tout simplement parce que le Conseil constitutionnel avait déjà tranché dans une QPC de 2014 et que la même personne a reposé encore la question, a soulevé encore une QPC devant le Conseil constitutionnel. Alors voilà la dernière précision qui est tirée du Conseil constitutionnel, que ces cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines qui implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très, très précis. Donc dans ce cas-là, finalement, la CDBF va écarter les moyens de la défense. Alors, par rapport au juge pénal, tout simplement en réexpliquant que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Le classement sans suite d'une procédure d'enquête préliminaire n'est pas un acte juridictionnel et n'a pas autorité de la chose jugée. Et que s'il y a bien eu une enquête préliminaire, il y a eu un classement sans suite, et que cette procédure donc n'est pas un acte de poursuite au sens des dispositions de l'article 75 du Code pénal. N'étant pas un acte de poursuite au sens de l'article 75 du Code pénal, il ne peut pas y avoir violation du principe du non bis in idem, puisqu'il n'y a pas eu de poursuite au point de vue pénal. Donc, on peut aller en CDBF dans ce cas-là. Et on règle son compte aussi donc, à la sanction en matière disciplinaire. Et là, la CDBF va expliquer pourquoi elle est compétente, même s'il y a eu sanction disciplinaire. Les sanctions encourues devant la Cour de discipline budgétaire et financière, qui sont l'amende et la décision de publication de l'arrêt, ne font pas partie de celles qui peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure disciplinaire visant un fonctionnaire de l'État. Qu'à l'inverse, l'exclusion temporaire de fonction dont M. X a fait l'objet est une sanction que le Code des juridictions financières ne permet pas à la Cour de discipline budgétaire et financière de prononcer. Qu'ainsi, les sanctions prononcées ou encourues n'étant pas en espèces de même nature, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe du non bis in idem qui résulterait d'une sanction disciplinaire lui a déjà été infligée. Vous voyez, donc on peut écarter à la fois le disciplinaire, puisqu'on n'est pas sur le même champ, et on peut écarter aussi le code pénal, puisque en matière d'enquête préliminaire, c'est un classement sans suite, ce n'est pas une poursuite. Je vais aller plus rapidement sur les autres diapositives. Pour résumer, donc vous avez bien compris, le code pénal et les juridictions financières et les juridictions pénales donc, n'ont pas le même but, n'ont pas la même nature, ne poursuivent pas le même objectif. En matière, pour le juge financier, le principe, c'est de sanctionner les violations des règles des finances publiques. On veille au respect de l'ordre public financier. Pour le juge pénal, c'est la sanction des atteintes à la probité qui est importante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention parce que quand même les frontières sont poreuses assez facilement. Pourquoi il y a deux régimes répressifs ? Il y a deux régimes répressifs tout simplement parce que quand les chambres font un contrôle, vous voyez bien que le contrôle des chambres va pouvoir détecter des irrégularités en recettes et en dépenses, mais qui sont d'un domaine plus large que les simples irrégularités, infractions qui sont sanctionnées dans le cadre du code pénal et dans le cas des atteintes à la probité. Donc, il faut un autre régime de répressif que le simple régime du code pénal. D'où deux régimes répressifs, un régime code pénal pour les infractions les plus graves et un régime répressif administratif pour les irrégularités moins graves. Dans la pratique, comment on fait ? Donc vous voyez bien qu'il y a de grands risques parfois d'interférence dans les procédures. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait les interférences ? Premièrement, déjà, quand on a un déféré qui est proposé, eh bien, on prend la tâche du procureur de la République et on vérifie est-ce que déjà pour les mêmes faits, les mêmes personnes, est-ce qu'il a déjà engagé une procédure ? Est-ce qu'il y a déjà une procédure en cours ? S'il y a déjà une procédure en cours, je ne vais pas la doubler avec une procédure devant la CDBF. On laisse le pénal faire son chemin. Et après, tout simplement, pour éviter de tomber et pour respecter le principe du non bis in idem, en fait, quand c'est pour les mêmes faits et les mêmes personnes, eh bien, on ne fait pas une double saisine entre le pénal et la CDBF. Même fait, même personne, on ne fait pas de double saisine. Comme ça, on est sûr d'éviter le non bis in idem. Les éléments de choix entre les deux, vous l'avez vu, des fois, de toute façon, on n'a pas le choix. La nature des justiciables. Si c'est des élus, on peut aller au pénal, on ne peut pas aller en CDBF. Aussi, parfois, la difficulté de la preuve, c'est-à-dire quand les magistrats financiers n'ont pas de possibilité de perquisition, n'ont pas de possibilité d'écoute, etc., etc. Et donc, il y a des fois, il nous manque la preuve. Il nous faut toujours la preuve, de toute façon, pour condamner, que ce soit en CDBF, que ce soit au pénal, il faut quand même la preuve. Et donc, des fois, la preuve, on ne peut pas aller la chercher. Et comme on ne peut pas aller la chercher, on transmet au judiciaire qui dispose d'autres moyens d'enquête, notamment les perquisitions, notamment les écoutes. Et dans ce cadre-là, on peut donc arriver à avoir une sanction. L'important, bien entendu, vous l'avez compris, c'est que toute irrégularité, et que ce soit en recette ou en dépense, soit au final sanctionnée, soit dans le cadre
prévues par le code pénal, soit dans le cadre qui est prévu par le code des juridictions financières. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente et Monsieur le procureur financier, pour cette intervention à deux voix, vraiment passionnante. Là, on vit véritablement une révolution, hein, l'évolution du régime de responsabilité des gestionnaires publics. C'est une révolution un peu silencieuse, mais bon, pour les juridictions financières, on vit une époque passionnante où les choses sont à construire.